Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Calédonia pour une nouvelle édition consacrée au festival Anuru Amboro qui a débuté ce samedi sur Poignimi. Pendant une semaine sur Poignimi et sur les 22 communes partenaires du festival, vous allez pouvoir découvrir des documentaires locaux mais aussi internationaux. À Poignimi, vous pouvez découvrir des films ici à l'hôtel de Tieti, mais aussi à la médiathèque de Poignimi. Et ça se poursuit dans les tribus, bien sûr, dans la tribu de Nessapoué et de Wagap. Pendant ce festival, on peut voir des longs métrages, des courts métrages, des moyens métrages, mais aussi des courts métrages. Et justement, on a souhaité s'intéresser à l'un d'entre eux. Et aujourd'hui, je reçois Alexandre Régol sur ce plateau installé à l'hôtel de Tieti. Bonjour Alexandre. Bonjour Aurélie. Comment ça va? Ça va, très bien. Je suis super heureux d'être ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors hier nous avons reçu Christian Cruenes, dont le documentaire a été sélectionné dans près de 80 festivals. Vous, c'est votre premier documentaire, El Ojo de Cajamarca. Et c'est votre première sélection dans un festival. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être là aujourd'hui et de participer à ce festival ? Eh ben, je suis très touché déjà d'avoir été contacté par l'organisation du festival, par René. Très heureux d'être arrivé aussi. L'accueil était incroyable avec qui que ce soit. Toutes les personnes qu'on a rencontrées vraiment nous ont accueillis les bras ouverts. Et en plus de ça, on a une équipe de réalisateurs invités qui est géniale. Donc, tous les réalisateurs invités ont eu des vies avec leurs films assez différentes. C'est vrai que moi, mon film a été assez peu diffusé en festival, il y en a eu quelques-uns. Mais celui-ci, pour moi, est très important, je pense, aussi pour tous, pour chacun d'entre nous, les réalisateurs. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de particulièrement intéressant parce que le sujet qui est abordé dans ce film-là a des résonances ici. Et on en parlera après. Ok. Donc, vous présentez ce court-métrage de 15 minutes qui raconte l'opposition de paysans colombiens à l'exploitation de gisements aurifères dans leur région. Une fois n'est pas coutume, on va d'abord parler de la forme de ce documentaire car elle n'est pas commune. Et d'ailleurs, avant d'en parler, on va vous montrer un extrait. On va leur montrer à eux, à la maison, un extrait de votre documentaire qui s'appelle El Ojo de Cajamarca. On regarde. Pues en esta región nosotros somos 6.000 habitantes en Cajamarca. Este es un cañón, o sea, esto es evaluado por cañones. Está el cañón de Cajamarca, Anaime, Tolima, y está el cañón de Dantas, Cocora. ¿Sí? Y nosotros podemos sacar muy buena comida, pero también, ¿qué ganamos nosotros con sacar buena comida si también vamos a vender los productos y los productos son bien baratos? Y no nos dejen en la miseria, porque nosotros somos muy ricos en agua, en fauna, en todo. Pero ¿qué nos gana o qué ganamos nosotros de tener tanta riqueza? Pero para el gobierno, para el beneficio de nosotros no va a haber nada. Y sea como sea, uno no tiene que negar que nosotros los cajamarcanos somos gente que podemos trabajar. Donc vous venez de découvrir quelques images de ce film El Ojo de Cajamarca d'Alexandre Régol. Alexandre, les images sont en noir et blanc. On a l'impression de voir des images très anciennes. Pourquoi avoir choisi de le réaliser comme ça, votre documentaire? Alors au départ, il y avait l'idée d'aller à la rencontre d'une région agricole qui subissait donc la pression de l'industrie minière en Colombie. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller là-bas et donc je voulais vraiment, c'était une démarche d'aller rencontrer des communautés qui luttaient contre ce type de projet. Et très vite, je savais en partant que j'allais prendre du matériel d'un certain type, de ce type-là, donc du matériel argentique plutôt ancien, parce que j'avais envie d'expérimenter avec ça. J'ai pas fait ça beaucoup, c'est un premier film en fait. Et en particulier, le matériel que j'ai utilisé, c'est du matériel, on va dire, amateur des années 70-80. Donc la caméra en question, c'est une caméra 16 mm qui fait des images
qui peuvent parfois être ratées, on va dire. Et j'avais conscience de ça en partant là-bas et je voulais aussi assumer le fait que les images pouvaient Tout est assumé en fait. être ratées. Et donc voilà, le fait que les images ne soient pas sûres d'être sur la pellicule faisait partie du processus de fabrication du film, quoi, voilà. Et donc ça, c'était en lien avec ce qui allait se passer dans cette région. On ne sait pas non plus ce qui va se passer là-bas pour l'instant. Donc justement, vous êtes venu avec une caméra qui ressemble à celle avec laquelle vous avez réalisé ce documentaire. Est-ce qu'on peut la voir? Ouais, elle est là. Donc c'est beaucoup plus élaboré que ce que j'ai utilisé en Colombie. Ouais. Et donc ça, c'est une caméra de reportage de fabrication française des années 70. Donc ça, cette caméra, elle date tournée avec ce genre de caméra dans les années 70. Ouais, en fait. on faisait le même type de reportage que ce que vous voyez sur Caledonia, seulement il fallait charger des bobines de pellicule, je peux vous montrer, Ouais. dans le magasin qui est C'est ici. vachement lourd, je peux vous dire qu'elle est très lourde cette caméra, je ne sais pas combien elle pèse. Elle pèse, je pense, 2-3 kilos peut-être avec le zoom, parce que le zoom est assez lourd, mais on peut avoir des zooms plus légers. Donc là, je vous montre comment ça marche. Donc ça, c'est un magasin. Et ouais, c'est pas très grave. Donc ce magasin, il contient la pellicule. C'est là-dedans qu'on la charge. Le fonctionnement est similaire sur toutes les caméras pellicules. Donc là-dedans, on met la pellicule. Elle fait tout un tour. Elle passe ici. Elle vient de l'autre côté. Et donc le corps qui est ici sert juste à recevoir la pellicule. Donc tout le moteur de la caméra est là-dedans. Et on va dire le disque dur, c'est ça, quoi. Voilà. Ok. Justement, on a questionné René Boutin, le directeur artistique du festival Anuro Ambro. Et avec lui, on a souhaité avoir son avis sur ce film. Et on a surtout voulu savoir ce qu'il avait interpellé dans ce documentaire. On l'écoute. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit les images, en fait, les images, elles questionnent directement d'elles-mêmes. Parce qu'on ne sait pas, en fait, si c'est des images du passé ou si c'est des images du présent. Les gens sont bien vivants, ils parlent d'un problème, ils essayent de sauver un petit peu leur environnement. Et on se dit que, est-ce qu'il y a une fatalité que ces ressources vont être exploitées? Et est-ce qu'ils vont être encore vivants avant? Est-ce que c'était pas avant l'exploitation des ressources? Donc il y a une espèce de dimension comme ça qui est vraiment intéressante avec le format. Merci beaucoup René pour avoir donné ton avis sur ce documentaire. Alexandre, est-ce que c'est justement le sens que vous avez voulu donner à ces images? Ouais. Il y avait cette idée au départ et je suis content en tout cas que ça puisse être ressenti par les gens. Ouais. Alors je sais que les images sont pas toujours faciles à regarder au premier abord, c'est pas non plus exceptionnel, c'est juste des images argentiques un peu floues par moment. Mais par exemple, je sais qu'en le montrant à ma mère, le premier truc qu'elle va me dire c'est quand il date ce film. Donc il y a une notion de temporalité, de faire ce film avec ces moyens-là, ça titille l'imagination, il y a un truc comme ça. Moi, j'ai regardé pas mal de documentaires justement grâce à Caledonia en suivant le festival Anuro Ambro. Et c'est vrai que c'est la première fois que je vois ce genre de film, quoi. Et moi aussi, ça m'a interpellée. J'avais envie d'en savoir plus justement sur les raisons qui vous a poussé à le réaliser comme ça, quoi, ce documentaire. J'ai calculé justement la couleur n'arrive que 2 minutes avant la fin. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est un message, c'est un signe? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais très peu de matériel pour tourner. Donc j'avais environ 20 minutes de bobine de film. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien d'autre que ça qui a été utilisé dans le film, plus des photos. Donc ce film, c'est un mélange de photographie et de pellicule, donc des 20 minutes de rush, d'images animées. Et en plus de ça, j'avais pris une seule bobine de couleur qui dure 2 minutes, parce que c'est des bobines de 30 mètres de film. D'accord. Et donc, en fait, cette bobine, je l'ai utilisée à un moment donné, et donc je ne savais pas vraiment si ça allait être la fin du film, mais en fin de compte, ce moment-là correspondait quand même à des choses qui pouvaient être données pour cette fin. Voilà.
Merci. C'est très artistique, on va dire, très réfléchi. Je vous propose d'ailleurs, vous à la maison, de découvrir un dernier extrait. Alors cette fois-ci, on s'interroge sur le combat de ces gens, de ces habitants de... Comment on appelle d'ailleurs cette Les vallée? habitants de Caramarca et de Anaime. En fait, il y a deux villes. Et donc Caramarca, c'est le nom de la ville principale. Et donc ça donne aussi le nom à la même vallée. D'accord. Je vous propose de regarder un extrait. En Cajamarca se produce la racacha, una belleza de comida, vea. La despensa agrícola de Colombia, lo máximo. La mina es la que nos quiere venir a sacar corriendo, nos va a dejar sin agua para no poder cultivar nosotros los cajamarcunos. Estamos no a la mina. Bueno, otro. Pues la mina lo que hace es que pues genera mucho empleo y es muy bueno para el pueblo y todo, pero que es dañino por tanto ácido que botan y acaban pues, con los suelos, la tierra, el agua, todo. Pues no sabemos si era verdad, tocará ir a mirar. Alexandre, avec cette forme de documentaire, est-ce que vous ne pensez pas que ça puisse être dur pour celui qui regarde finalement de s'intéresser au fond du problème, de cette problématique que vous abordez sur l'exploitation minière de ces montagnes-là? Ça peut être un problème, ça c'est sûr. Mais il y a un premier truc, c'est que on peut toujours faire des formes, il y a des formes de films très différentes. Ça m'intéressait moins de l'aborder d'une façon classique. Disons qu'il y a des gens qui se sont intéressés à ces causes-là aussi, qui l'ont très bien fait de façon... ce sont des enquêtes ou des choses plus approfondies. Et moi, je voulais pas forcément aller dans ce sens-là. En fait, j'ai juste pas les moyens et l'investissement requis pour une enquête, c'est bien différent. Il y a des gens en Colombie qui, je pense, le feront très bien. Moi, je voulais seulement mettre en lumière un bout du monde dans lequel il se passe ces choses-là et dans lesquelles on puisse avoir, nous, habitants en Nouvelle-Calédonie ou en France métropolitaine, se sentir concernés aussi. Parce que les choses qui se passent là-bas sont le résultat du monde dans lequel on vit, donc du monde consumériste, dans lequel on achète des objets fabriqués, des téléphones portables, des choses qui nécessitent des ressources de la terre. Et les pays du Sud, souvent, sont les fournisseurs de ces matières premières. Pour revenir au combat de ces paysans que vous avez filmés, qu'est-ce qui pousse un Français finalement à traverser l'Atlantique pour s'intéresser à cette lutte dans les montagnes colombiennes? Alors, pour ma part, c'était d'abord un intérêt qui était plutôt au niveau local ou national. Je me suis d'abord posé la question de qu'est-ce qu'il est du passif minier, qu'est-ce qui reste du passif minier en France, d'abord métropolitaine. Et je me suis rendu compte en fait que la plupart des projets pollueurs avaient fermé en métropole, alors qu'on a gardé des projets bien pires en dehors de la métropole. Donc Guyane, Nouvelle-Calédonie sont les premiers concernés. Et c'est ce truc-là... C'est ce truc-là qui m'a d'abord tellement choqué que j'ai voulu partir quelque part. Et donc ensuite, voilà, dans les mois qui ont suivi, dans les années qui ont suivi, j'ai des amis colombiens. En fait, il se trouve que j'ai des amis là-bas. Je me suis décidé à aller pour la première fois de ma vie aussi loin, quoi, en Amérique du Sud. Et je voulais vraiment pas rater cette occasion de partir à la rencontre de gens qui luttaient contre ces choses-là. Donc ça a été ça le déclencheur.
Alexandre, à votre arrivée, vous avez aussi pu visiter le coin et rencontrer des gens du coin, dont une personne de la tribu de Wagap qui s'appelle Jean-Noël Lepeu. Et Jean-Noël Lepeu, il a un combat lui aussi, un combat qui porte de front et vous a fait découvrir ce qu'il fait au quotidien dans sa tribu. Donc je vous propose à vous de découvrir ce reportage dans la tribu de Wagap avec Jean-Noël Lepeu. Bon, Alexandre, tiens, je te présente Jean-Noël, c'est un grand-père de la tribu de Wagap et c'est le chef actuel de la tribu de Wagap. Et il va nous montrer ce qu'il fait ici pour préserver la mangrove en fait, qu'on voit qu'il y a ici dans leur tribu. Salut Jean-Noël, Alexandre, Bonjour Alexandre, enchanté. apparemment. Et donc du coup là c'est du palétuvier, Oui, c'est l'arbre qui pousse naturellement ici. naturellement. C'est celui qui pique dans le sol, il pousse facilement. C'est pas comme les arbres de la montagne, ceux-là tu les piques, mais il faut toujours arroser. Ceux-là, voilà. Il y a toujours des choses dans l'eau. Ok, et tu dis qu'il y a plusieurs sortes de palétuviers? Oui, il y a 29 sortes de palétuviers ici en Calédonie. Le plus parlé, c'est le rhizophora, puis la Vissinia qui est là, juste qui est là. C'est ça la Vissinia, et puis le rhizophora, c'est celui qui est plus bas. La condamnée à la vie, erreur de jugement. J'ai fini les doux et la camoufle. Les différents pieds ici, là, sont là. Le plus parlé, c'est l'apiculata et puis le stylosa. Ok. Ça, c'est l'apiculata. Pourquoi? Au bout de la feuille, c'est arrondi. L'apiculata. Ouais. Ça, c'est la famille des rhizophora. Et puis ça qui est derrière Michel, ça, c'est le stylosa. Pourquoi stylosa? Le mot stylosa, tu attends quoi? Stylo? Voilà, là, la pointe du stylosa. Ok. Et donc bon ça c'est le même arbre mais c'est deux variétés différentes. Voilà. Ok. Mais son nom scientifique, c'est le, comment? C'est le rhizophora. C'est deux familles le plus parlé ici en Calédonie. Ok. Voilà. Et celui-là il fait des espèces de haricots là. Parce que là, ça, on appelle ça des plantules. Ok. On va prendre les plans là, on va aligner ici. Là, il y a au moins 8 plans là. Ils vont grandir. Je vais partager là. Un pour toi. Un pour toi. Ah oui, alors Dado, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as décidé de faire de faire ça gratuitement et puis c'est ton combat quoi, de tous les jours. C'est mon combat de tous les jours. Ça fait 6 ans que je suis dans l'environnement. 7 ans que je suis dans l'environnement. Ça fait 7 ans. Puis quand je vois ça là, faut arrêter. Moi je vis à la montagne, puis mes parents ils vivent à la mer. Et c'est ça aussi, on dit nourricière, puis filtre, il filtre la poussière, et puis c'est contre l'érosion aussi. Voilà, c'est pour ça que ça c'est mon combat de tous les jours. D'autres ils combattent le feu, d'autres ils combattent la nature. Mais moi je suis là, dans le palais TV, en train de toujours. Vas-y, let's go. Put yours, please. Dadou, n'hésite pas à parler aux autres. Oui. Ouais. Ok. Mais moi je ne connais pas parler anglais. Non, tu peux leur dire en français. Ouais. Voilà. Ainsi, on va prendre ça là, c'est pas pour nous, hein. Ça c'est contre le. En ce moment, c'est le réchauffement climatique. It's for global warming. Voilà. Ah oui. So it will Avec protect. ça là, c'est la seule arme au monde qui peut contrôler l'érosion. C'est le seul. Lui, il peut. Il n'y a personne qui peut le. Passer au-dessus de cette arme là. It's the only tree that can protect like this with this strength here, because it has really strong roots against erosion. Important quoi. Regarde bien. Olé. Il y a beaucoup de. Ça fait que là, c'est la France. Là, c'est. Alors là, le premier c'est la France, le deuxième c'est l'Inde, et là c'est l'Iran. l'Irlande. Iran. Après, c'est iranien.
Okay. And you now? Allez, come on, my friend. Merci de nous avoir amenés chez toi. Choc. Merci beaucoup. Olé. Olé. C'est pas le taureau là, olé. Voilà. Ola is for bulls, Olé is for here. Alexandre, émotion, c'est quoi le sentiment en revoyant ces images avec Jean-Noël Lepeu dans la mangrove? Ouais, c'était une belle découverte. Jean-Noël il est vraiment adorable. Il est vraiment adorable et il nous a accueillis dans sa tribu, la main sur le cœur, avec vraiment la passion de montrer ce qui l'entoure, la nature et les palétuviers de la mangrove. Vous comprenez son combat? Vous comprenez qu'il puisse se donner comme ça à la nature, à l'environnement? Ouais, bien sûr, ça fait chaud au cœur. Si tout le monde pouvait se lancer dans des projets comme ça, ce serait super. Mais c'est difficile, c'est beaucoup d'engagement. Ouais. Vous aviez déjà marché comme ça dans la boue, dans la mangrove? Non, jamais. Mais Jean-Noël, il était surpris qu'on n'ait pas emmené nos bottes en Nouvelle-Calédonie, alors on a fait pieds nus. Bon, ça va, vous n'êtes pas fait mal. Non. Est-ce que vous vous êtes renseigné justement, pour revenir au sujet de votre documentaire, sur la place de la mine en Nouvelle-Calédonie, dans la vie des Calédoniens, dans l'économie calédonienne? Ouais, avant de venir, c'est un des premiers trucs qui m'intéressait, c'était de relire des choses à ce propos. Et je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je me suis renseigné et puis en arrivant, j'ai posé des questions aux gens, etc. Je sais que les entreprises minières qui sont ici, c'est depuis le début du siècle dernier. Donc, Alexandre, en Nouvelle-Calédonie, nous avons 3 usines d'exploitation de nickel. Est-ce que ça pourrait vous inciter à vous faire un documentaire là-dessus en Nouvelle-Calédonie? Pas directement. Enfin, je me sentirais pas légitime de venir travailler sur un sujet comme ça ici. Mais de manière générale, le rapport aux entreprises qui sont issues du passé colonial français, c'est quelque chose qui bien sûr, c'est un sujet passionnant et il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire là-dessus pour sortir la parole de tout le monde. Vous nous disiez en début d'émission que vous aviez justement étudié la question de cette France qui a fermé pas mal d'usines dans le monde. La Colombie et pourquoi pas la Nouvelle-Calédonie? Ouais, ce serait une bonne raison de revenir. Ouais. Non mais c'est ce que je voulais dire, c'est que vous avez choisi la Colombie pour faire ce premier film. Ça aurait pu être la Nouvelle-Calédonie. Ça aurait pu être la Nouvelle-Calédonie, ouais. Mais disons que le fait est que l'opportunité de venir en Nouvelle-Calédonie s'est faite après, donc peut-être que c'est le destin et il y a un truc. Vous avez d'autres idées de films déjà en tête? Ou en écriture? Il y a des choses qui sont en processus d'écriture, ouais. Il y a une fiction, un court-métrage que j'aimerais bien écrire qui tourne autour des mêmes problématiques. C'est loin d'être terminé et voilà. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est dans ma tête et un petit peu sur le papier. Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de vous être livré comme ça à nous et aux téléspectateurs de Calédonia, qu'on remercie également de nous suivre chaque jour sur notre antenne. Pour ceux qui sont intéressés et qui habitent du côté de Bourail ou aux alentours, sachez que vous pouvez regarder ce documentaire, le découvrir demain au cinéma de Bourail à 17h30. Donc El Ojo de Cajamarca, demain au cinéma de Bourail à 17h30. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission et je vous ferai découvrir un autre court-métrage qui s'appelle Toon Grosse et dans ce documentaire-là, il s'agira de poulet. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous demain. Waka ijoma, waka kama we